Elle a parfaitement raison, c'est-à-dire c'est plutôt entre chefs qui se sont davantage aperçus. Par exemple, Jean Moulin était connu pour ses idées de gauche et malgré qu'il était l'envoyé du général de Gaulle, était très mal perçu parce qu'il n'a pas fait l'unité autour. Il voulait faire l'unité, mais il avait du mal parce que chacun, comme explique Gisèle, les communistes avaient plus de sympathie pour Jean Moulin parce qu'ils savaient qu'il était plus proche d'eux. Et c'est vrai qu'on ne peut pas refaire l'histoire, mais si Jean Moulin avait survécu à la Libération, peut-être les événements n'auraient pas été ce qu'ils ont été après la Libération. Donc ça a arrangé beaucoup que Jean Moulin ait disparu. D'autre part, il y avait également des personnes d'extrême droite qui étaient très, comment dirais-je, qui sont rentrés également dans la résistance parce qu'ils étaient très patriotes. Et il y a eu quelqu'un, par exemple, un ministre de droite qui s'appelait Georges Mondel, qui était juif, mais qui avait toujours prêché contre le nazisme et tout, et il a été interné à Buchenwald, et la milice française l'a sorti de Buchenwald pour l'assassiner en France. Et après la Libération, quand nous sommes revenus, il n'y avait qu'une seule fédération, qui était notre fédération, et quand au moment de la guerre froide, il y a eu une scission, et chacun a repris à peu près sa position sur l'échiquier politique qu'il avait d'avant-guerre. Du point de vue communiste, les communistes quand même ont eu des problèmes au début avec la résistance, parce que les communistes étaient liés un peu, disons, avec ce pacte. Oui, bien évidemment. Ça n'a pas arrangé les choses là. Et c'était alors au début, c'était pour les communistes, c'était difficile de faire la résistance, c'est ça. Gisèle, vous étiez dans un groupe communiste. Il n'a pas été bien reçu, le pacte par la base, si on peut dire. Hein. Donc il y avait un peu de rébellion, et notre argument c'était que c'était un piège tendu aux Allemands. Donc il ne fallait pas trop s'inquiéter ni en tenir compte. Hein. Donc bon, moi j'ai pas le souvenir. Si ça a posé des problèmes, c'est certain, mais pas en excès, quoi. Les communistes étaient déjà engagés, c'est-à-dire dès 1933, contre Hitler. En plus, beaucoup avaient participé auprès des républicains espagnols. Et en réalité, Staline a été contraint et forcé pratiquement de faire ce pacte germano-soviétique pour une bonne raison. Il avait décimé pratiquement toute l'armée. Et donc, il fallait qu'il gagne du temps pour se réarmer et pouvoir faire face aux nazis. Il ne faut pas oublier que Hitler était presque arrivé à Moscou quand même. Il faut dire la chose suivante, c'est que les communistes n'ont pas attendu l'invasion de l'Union soviétique pour rentrer dans la résistance. Ils sont rentrés dès 1940. Il y a eu ce qu'on appelle l'appel de Maurice Thorez et Jacques Duclos le 10 juillet 40 qui appelait à la résistance. Qui appelait à la résistance. Die Nummer haben und die Nummer aus dem Prozess und wenn Sie die noch haben, ob Sie, also wie Sie damit umgehen. Vous avez toujours le numéro du camp de concentration? Non, il n'y a qu'à Auschwitz qu'on tatouait sur le bras. Ah, nous, on ne nous tatouait pas. On ne nous tatouait pas le bras. Mais on connaît notre numéro de matricule. Ah oui, vous vous souvenez? Oui, 81 655. 81, hast du gehört? Vous pouvez redire? 81 655. 80 655. Apparemment, elle ne comprend pas. Les Allemands, comment vous avez... Non. Bon, alors, comment vous avez vu les Allemands dans le temps, les nazis? C'était... Comment vous avez pensé? Premièrement, nous n'avons jamais été fâchés avec le peuple allemand. Notre ennemi, ce sont les nazis. Et nos frères de combat, ce sont les antifascistes allemands qui étaient les premiers internés dans les camps de concentration. Also es ging nicht gegen das Volk, gegen das deutsche Volk, sondern ja, ihre Wut war eigentlich immer nur auf die Nazis bezogen.
Und sie konnten es auch unterscheiden, also was Nazis war und was das normale Volk war. Und die haben immer miteinander. Nous avons toujours les meilleures relations avec les antifascistes allemands. Ja, sie haben immer noch gute Freundschaften mit den Antifaschisten aus Deutschland. Et j'ai expliqué au début, lorsqu'on va en Allemagne, on aime s'entretenir avec la jeunesse allemande, on va dans des établissements scolaires et on a des liens de très grande amitié avec. Et Gisèle? Pardon? Je n'ai pas écouté. Les liens qu'on a avec les Allemands. Dans le passé, moi j'ai envoyé ma fille en Allemagne très vite. Il y avait des organisations, vous savez, qui faisaient des échanges. Ah oui. Alors elle est allée à Berlin dans un, comment on appelle ça, une sorte de club là. Enfin, il y avait des gamins à partir de, je crois, 12 ans. Donc elle est allée. Mais déjà avant, on avait eu des contacts avec des groupes de jeunes. On avait un copain ici en France qui assurait une espèce de liaison avec les Allemands, et en particulier avec l'Autriche. Et l'aînée de mes filles avait été passée, et puis la plus jeune un peu plus tard, dans une colonie autrichienne pendant pendant un mois. Et puis l'aînée, après, il y avait eu des grands événements à Berlin. J'étais en train d'essayer de me souvenir ce que c'était, une grande manifestation à Berlin. Pour les jeunesses. Je ne sais plus ce qu'il y avait eu, un truc énorme. Et alors ma fille aînée était allée aussi à Berlin, et même elle m'a ramené un bel Allemand, de son âge bien sûr, dont le père était juge en France. Et c'était lui qui était président du tribunal où j'ai été jugée. Alors donc c'était assez amusant comme contact. Hein. Et quand vous êtes revenu de l'Allemagne après la guerre, vos parents, comment ils ont réagi? Ils ont changé d'avis? Non, ma mère, elle était toujours pareille. Elle m'a dit en France, je ne sais pas comment vous allez traduire en allemand, tu vas pas nous casser les pieds, tu n'avais qu'à rester tranquille, tu n'aurais pas été déporté. Die hat gar nicht die Meinung geändert. Also sie hat gesagt, ja, du bist selbst schuld, so nach dem Motto. Wenn du es nicht getan hättest, wärst du nicht deportiert. Alors j'ai pensé qu'entre ma mère et moi, c'était incompatible. J'ai quitté la Normandie, je suis venue à Paris, que j'ai pu quitter depuis. Donc, ouais. Moi, mes parents ne se sont jamais trompés d'ennemis, c'est-à-dire c'était les nazis, l'ennemi. C'est tout, mais ils n'avaient rien contre le peuple allemand qui avait subi les premières. C'était eux qui avaient subi les premiers sévices d'Hitler en réalité. Quel travail fait l'association pour le moment? Pour le moment, oui. On défend la démocratie toujours, donc qui est parfois par notre cher monsieur Sarko mis à mal. Alors donc on continue la résistance. Also sie machen die Resistance weiter, wie gesagt. Ja, sie beugen die Demokratie von Sarko. Je vais la poser comme question. Pourquoi vous n'avez pas cru Putin? À Pétain. Bon, Pétain pour nous, premièrement, il avait été ambassadeur sous Franco, et puis bon, on n'avait aucune confiance en Pétain. C'était le traître, pour nous c'est le traître. Moi je ne dis jamais le maréchal, je dis toujours le traître Pétain. Non mais vous avez entendu parler de la droite et de la gauche, hein, je suppose. Alors c'est aussi simple que ça, hein. Nous on était à gauche. Honnêtement, on doit dire qu'il y avait des gens de droite qui étaient antifascistes quand même. Hein. Bien sûr. Et même beaucoup de gens de droite qui étaient antifascistes. Mais c'est toujours le cas d'ailleurs, on était divisés en partis, hein. Les uns dans les partis de droite, les autres dans les partis de gauche.
Et parfois, on faisait l'unité, par exemple au camp, pour lutter contre comment on peut dire, les abus, enfin, les férocités allemandes. On s'unissait, mais bon, il faut reconnaître qu'on a souvent été divisés. Mais je vous dirais, 65 ans après, il y a encore une division entre les déportés, c'est-à-dire certains qui se situent à droite, qui ne peuvent pas nous sentir ceux qui sont à gauche, et puis il y a le problème juif et le problème résistant également. J'ai un ami, vous pouvez traduire, j'avais un ami hollandais malheureusement qui est décédé, il m'a dit l'unité ne se fera pas quand il restera 2 déportés, quand le dernier déporté sera seul survivant. Je vous dirais, là, nous étions je suis allé à Buchenwald et à Dora pour le 65e anniversaire de la libération des camps. Nous avons eu un colloque à Dora. Bon, il y a certains déportés qui ont été à Dora et à Eldrich. Ils font un clan à part, alors que Dora c'était un commando en réalité de Buchenwald et Eldrich aussi. Et ils ne veulent pas aller à l'association de Buchenwald, ils veulent rester à part. Bon, c'est complètement stupide. J'ai fait un appel à l'unité, j'ai dit 65 ans après, il est temps qu'on fasse l'unité. Tous les jours, on a des camarades qui disparaissent, vu l'âge que nous avons, et il n'y a pas moyen, l'unité ne veut pas se faire, et puis c'est tout. Je ne sais pas pourquoi, les Français sont très connus quand même pour être un peu désobéissants, oui, pour être pas dans la ligne, si j'ose dire. Donc, il était normal qu'on soit antifasciste, d'autant plus qu'il y avait quelques raisons quand même. Mais vous voyez, il y a même certains juifs qui se refusent d'employer le mot Shoah ou Holocauste. Ils disent le génocide parce que Shoah a une signification en hébreu et Holocauste a une autre signification aussi. Et Shoah ne correspond pas du tout à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons par exemple, nous, ce qu'on appelle la Fondation pour la mémoire de la déportation. Bon, il y a une autre fondation qui s'appelle la Fondation pour la Shoah. On n'a pas besoin de 36 fondations, une seule suffirait, la Fondation pour la mémoire de la déportation, ça suffirait largement. Voilà, je pense que j'ai encore de nombreux projets à faire aboutir. Hier steht, hat noch einige Projekte, die verwirklichen möchte.